Bonjour à tous, Amélie Panchaud, je suis la directrice générale de l'agence Big Use. Big Use, c'est une agence digitale qui travaille essentiellement sur du e-commerce, mais on travaille aussi sur de la marque, de la stratégie de marque. Et pourquoi moi je suis ici sur des sujets qui concernent le zéro clic, c'est parce qu'on travaille avec des partenaires SEO, GEO, et il y a à peu près 18 mois, on a travailler sur la façon dont une marque devait aujourd'hui s'exprimer sur le digital en termes d'écosystème au vu des enjeux que l'on a dont on a parlé en fait juste avant dans la conférence et puis de cet enjeu dont on va parler aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous, Nicolas Cholet, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Unnest. On fait du conseil en data, et donc on va faire tout ce qui va être web analytics, tracking, etc. Et aussi, on aide nos clients à construire des environnements data, souvent sur Google Cloud, où on met toute la donnée du marketing digital, données clients, etc. Et il se trouve que dans ma vie d'avant, j'avais créé une agence SEO qui s'appelle Clustar, qui appartient à AdsUp aujourd'hui, et donc on fait beaucoup de data autour du SEO. Et d'où notre intervention aujourd'hui sur ce thème de comment on construit les KPI, quelles métriques, quelles sources de données, comment on peut faire tout ça. Et je suis venu accompagner. Du coup, bonjour tout le monde. Xavier, moi je suis donc j'ai été consultant SEO chez Clustar avant, donc dans la boîte de Nicolas, donc assez classique sur tous les sujets en lien avec le SEO. Et après, en fait, j'ai rapidement bifurqué vers la data. Parce qu'il y a Page Jaune qui est venu nous trouver parce qu'il cherchait un data analyst spécialisé sur les sujets SEO, et il s'avérait qu'il trouvait que c'était plus simple de former un mec du SEO à la data plutôt que de faire l'inverse. Et en fait, j'ai pris cette branche un peu plus sérieusement, et du coup, je suis data analyst aujourd'hui, spécialisé sur les sujets search, donc SEO, SIA et tout ce qui est en lien avec tout ça. Donc chez Unnest, donc j'ai suivi Nicolas chez Unnest pour le coup. Et bonjour à tous, moi c'est Paul, du coup expert SEO, consultant SEO chez IFEN du coup. Et j'ai un axe plutôt tech et data justement aussi, où je m'occupe de certains sujets au sein de l'agence. Et donc on va commencer tout de suite par une notion qui arrive un petit peu de manière logique avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est le zéro clic. Je pense que vous en avez tous un peu entendu parler. On a quand même la forte impression, et puis on l'observe, que bah oui, il y a des clics en moins, il y a du trafic SEO qui baisse, il y a un peu moins de trafic sur les sites, mais il y a peut-être des réponses à ça, il y a peut-être des solutions, et c'est ça qu'on va essayer d'explorer ensemble. Et Amélie, je vais te donner la parole pour que tu nous donnes ton point de vue sur le zéro clic. Parce que zéro clic ne veut pas dire zéro vente. Absolument. Quand on parle de zéro clic, déjà, c'est effectivement un parcours qui était avant traditionnel, où on demandait quelque chose, il y avait une requête, et notamment sur Google, on cliquait pour avoir sa réponse. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, puisqu'on a des résultats qui s'affichent avec plein de formats qu'on a évoqués juste avant. Le zéro clic, c'est pas uniquement Google, et d'ailleurs c'est pas lié forcément à Google, c'est aussi lié à un comportement qui fait que l'utilisateur veut trouver et ne veut plus chercher, et donc naturellement on arrive dans un environnement et dans une expérience zéro clic, un parcours zéro clic qui va concerner évidemment les moteurs de recherche, mais qui va concerner les plateformes sociales, puisqu'aujourd'hui on a la quasi-totalité des contenus qui sont des contenus natifs, qui n'ont pas de lien, donc qui sont vraiment autoportants. On a également, alors la multiplication, en fait, je ne sais pas si on a donné les chiffres, mais sur le zéro click search, sur le mobile, c'est plus de 77% des recherches qui sont zéro clic. Sur le e-commerce, sur le commerce en ligne, Amazon, c'est à peu près 50% des recherches aux États-Unis qui sont dans cet environnement fermé. Donc en fait, ça donne l'ampleur du phénomène. C'est quand on parle de zéro clic, évidemment, c'est pas aussi zéro clic, c'est zéro clic on-site. C'est-à-dire que c'est des clics qui ne vont plus sur le site. Mais bien évidemment, dans ces environnements fermés, on continue à travailler un parcours qui va de l'inspiration, l'information, la conversion. Et souvent, notamment sur les réseaux sociaux, dans une boucle, ou sur les LLM, dans une boucle en fait unique.
pour terminer sur l'impact, enfin le zéro-clic, c'est une mutation profonde en fait du modèle d'acquisition qui était évidemment fondé sur le clic, mais qui était aussi fondé sur la data d'intention. Puisqu'aujourd'hui, s'il n'y a plus de clics, il n'y a plus de trafic. S'il n'y a plus de trafic, comment est-ce qu'on va faire du PRM? Comment on va retargeter si on n'a plus d'abandon de panier? Comment on va faire du CRM si on n'a plus la data first party parce qu'on n'arrive pas sur... en tout cas, on collecte beaucoup moins sur le site. Donc, c'est tous ces enjeux au-delà de comment est-ce qu'on mesure la performance qui rentre aussi dans la performance. Et comment réagissent un peu les marques, toi, que tu accompagnes vis-à-vis de tout ça? C'est quoi leur réaction? Est-ce qu'elles en ont peur du zéro-clic? Alors, c'est pas forcément c'est pas forcément un sujet qui est sur qu'on évoque. On évoque plutôt en fait le fait de travailler des boucles d'engagement, et aujourd'hui c'est assez siloté, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on travaille en fait son engagement sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on travaille nouvellement son engagement sur les LLM, ou comment est-ce qu'on travaille en fait un parcours, mais pour le coup c'est des sujets qu'on aborde plus avec nos partenaires sur la partie search. Et nous ce qu'on voit, c'est de se dire plutôt que de travailler ces choses en silo, travaillons un contenu selon un parcours, et distillons en fait ce contenu sur les plateformes de façon complètement adaptée, ou agrégeons notre site pour qu'effectivement pour que le site et puis tout ce qu'on fait sur la marque en fait soit lisible sur un LLM. Et donc tout ce que là tu viens de nous expliquer, justement cette transformation profonde un peu des parcours, il y a une grande question, et là je m'adresse peut-être plus à Xavier et Nicolas, c'est la data dans tout ça. Quelle est la data qu'on peut exploiter? Parce que c'est vrai qu'en SEO, on a toujours ce prisme de on analyse les clics, on analyse le trafic, c'est de la data assez solide, en fait, tout le monde la comprend. Mais aujourd'hui, les clics, on les traque plus de la même manière, c'est dans des plateformes fermées. À quelle data on a accès? Comment on peut y accéder? Déjà, je dirais le zéro clic, c'est quand même une tendance de long terme, c'est-à-dire que pour ceux qui sont depuis longtemps dans le SEO, il y avait d'abord le SEO captait tout, puis il y a eu des ads, puis 2, puis 3, puis 8, puis ça ressemblait... vous connaissez l'histoire. Il y a eu Google News, il y a Google Shopping, vous avez Google Maps, vous avez etc., etc., etc. Il y a eu les rich snippets d'abord, puis maintenant AI Overview. Et donc, il y a une tendance de toute façon de baisse de part des clics qui va sur le SEO d'une manière générale, et même en fait de clics tout court, parce qu'on a de plus en plus de résultats directs, etc. Nous, historiquement, côté data, on a toujours traité ça en cherchant à prendre du recul et en partant d'abord de la première question qui est c'est quoi le marché? C'est-à-dire, en gros, c'est quoi mon 100%? Que cherchent les gens? Quels sont les volumes? Et ça, on a quand même des proxys pour les connaître. Il y a Google Search Console qui, quand même, a toujours été une source assez forte. Vous avez Google Trends, vous avez etc. Donc là, c'est que du Google, malheureusement. On pourra revenir dans le détail sur comment ça évolue, justement, avec IA Overview. Est-ce que Google Search Console a suivi le truc ou pas, et qu'est-ce qui peut peut-être se passer demain. Mais donc, vous partez d'une certaine manière d'un 100%. Et puis derrière, déjà, rien que pour savoir, même si je ne parle pas de zéro clic, ce qui se passe, aujourd'hui, vous avez plusieurs types d'interactions. Il y a le SEO, le SEA, qui va chez vous, ça vous pouvez le capter. Il y a les gens qui cliquent sur Google Maps, vous pouvez le capter un peu, parce que vous avez un peu de données dans Search Console, vous avez un peu de données dans GMB, mais déjà, il faut être capable de faire le lien entre ces 3 sources de données. Enfin, Search Console, même votre site, SEA, GMB, ça fait déjà 4. Plus la 5e qui était le... GMB, peut-être juste... Google My Business, donc les pages Google Maps, et du coup, qui vous permettent d'avoir quand même des stats sur leurs impressions, les clics sur la direction, les clics sur le téléphone, etc. Donc, vous pouvez, avec tout ça, mais c'est un petit peu de travail, déjà reconstruire quand même une sorte de mapping, de se dire, par exemple, sur ma marque, sur 100 requêtes marques, quelle part je capte d'une manière ou d'une autre, quoi. Et donc là, simplement, on a 2 effets de plus. Il y a un effet qui est AI Overview, où Google donne encore très peu de stats dans Search Console, mais ça va arriver. Donc je dirais que ça, à la limite, tant que ça va être dans Google, je pense que ça va bien se passer. Puis après, vous avez tout le reste, quoi. Et effectivement, les autres plateformes fermées, etc. Et donc là, ça reste quand même une grosse inconnue, parce que sur les LLM, vous pouvez avoir des outils qui vont permettre de mesurer votre visibilité sur des prompts que vous avez vous-même dû imaginer, avec l'aide d'un autre LLM, mais quand même, et dont vous ne connaissez pas le volume, quoi. Donc ça, c'est toujours le truc, quand même. C'est que Google, quand même, nous donnait tout, et qu'aujourd'hui, OpenAI et tout ne donne pas ça, quoi. Donc pour moi, ça reste encore
le black spot du truc. On peut mesurer quand même beaucoup de choses, on peut mesurer sa visibilité, vous avez plein d'outils pour tout ça. Le black spot reste quand même le volume, et ça, je sais pas si on l'aura un jour, je pense que oui, parce qu'ils vont vendre de la pub, donc il faudra bien qu'ils donnent 2-3 données. Mais voilà, mais je dirais que c'est quand même un peu toujours les mêmes méthodes de se dire finalement c'est quoi mon marché, comment mon marché évolue, est-ce que c'est en croissance, pas en croissance, en termes de search, et quelle part moi je capte. Et on a quand même pas mal de proxys, je trouve, pour les connaître, quoi. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on manque de data encore, ou on a accès à suffisamment pour pouvoir quand même se faire une bonne idée de ce qui se passe? Pour moi, la data qui manque, c'est les volumes de recherche dans ChatGPT ou Perplexity et qu'est-ce que les gens cherchent en réalité. C'est vrai que tu l'as pas, quoi. Enfin... Donc c'est vraiment, en fait, c'est ce qui te permet après de sizer ton marché, en fait. C'est cette Exactement. donnée-là qui manque, en fait. Et donc on parle de performance, parce qu'en fait ma performance, je veux dire, si je connais pas la part du marché, je sais pas la part du gâteau que je prends, et du coup, parce que pour moi c'est ça la mesure de la performance, c'est finalement, En gros, est-ce que je surperforme mes concurrents, est-ce que je crois sur le marché. si t'es cité 100 fois sur une IA, mais que en fait, le prompt, il a été tapé qu'une fois, bah c'est cool, t'as été cité 100 fois, mais t'es pas visible, quoi. Exactement, ouais, exactement. Et en plus, du coup, quand on se met, enfin moi je vois les marques avec qui on travaille, tu dis comment elles réagissent. Bon, d'une part, ils blindent en ads. Enfin, voilà, c'est la réaction de base, c'est j'augmente les ads. Et la deuxième, c'est je commence à faire des tests sur ChatGPT, etc. Donc je vais utiliser des outils pour suivre mon positionnement. Comme dit, les prompts, ils sont vachement auto-centrés. Donc je suis une marque qui fait des canapés de luxe, je sais pas, je suis Roche-Beaubois. Je vais dire quels sont les meilleurs canapés de luxe, mais qui cherche vraiment ça, tu vois. Donc en fait, du coup, tu biaises même tes propres requêtes parce que tu n'as pas cette donnée-là. Donc pour moi, encore une fois, c'est ce truc. Il y a sûrement des gens qui vont arriver avec des bases de données intéressantes. Je sais pas, SEMrush peut-être, parce que ils l'ont fait en SEO. Ou peut-être que ChatGPT va finir par donner de la data, quoi. On verra. Et peut-être Xavier et Paul, quel est votre regard, vous, par rapport à... Enfin, dans le contexte de vous, votre position de consultant SEO aussi, de cette appétence en fait au search. Comment vous appréhendez tout ça, de cette data, cette technique et tout ça? Comment vous le travaillez? Il y a quelque chose qui est intéressant, je trouve, c'est la notion de visibilité. Donc en SEO, c'est assez facile, comme disait Nicolas, de partir du marché parce qu'on a plus d'informations que pour le GEO ou dans les outils comme ChatGPT, etc. Par contre, j'ai l'impression que sur toutes les plateformes, c'est quand même assez facile de se comparer sur des critères qu'on peut récupérer à ses concurrents. Donc en SEO, il y a sa visibilité qu'on peut traduire simplement par est-ce que je suis devant ou pas mon concurrent, est-ce que je suis présent dans le local pack, est-ce que ma fiche GMB remonte, tous ces sujets-là, on a accès à de la donnée assez propre. Après, on peut utiliser pour faire un monitoring, voir comment on évolue, est-ce que nos actions elles ont un impact, etc. En SEA, on a aussi quand même pas mal d'informations pour savoir si on est souvent imprimé, si les gens ils viennent sur le site, etc. Et après, côté géo, il y a encore, c'est encore assez jeune, mais on arrive quand même à monitorer le fait de est-ce qu'on est cité, est-ce qu'on n'est pas cité, est-ce qu'on est plus cité que l'un ou que l'autre. Ça va se développer au fur et à mesure, mais il y a plein de données qu'on peut exploiter pour essayer d'aller plus loin sur ces sujets-là. Et à partir du moment où on peut se comparer à ses concurrents, même si aujourd'hui on n'a pas la taille du marché sur ChatGPT par exemple, on finira peut-être par avoir, ça nous donne quand même des informations sur est-ce que le travail qu'on fait il fonctionne pas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour potentiellement s'améliorer sur ces sujets-là, quoi. Alors, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, ce que je voulais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, quand on mesure la première approche naïve, quand on mesure ce qui se passe sur un ChatGPT, Perplexity, etc., ça va être de récupérer les prompts par rapport à ce qu'on voit en termes de tendance de recherche sur les impressions. À partir de là, on peut peut-être regarder quelles sont les requêtes, quelles sont sur ces requêtes ce qui est cherché autour. Et après, du coup, quand on va voir la réponse du LLM, essayer de regarder qu'est-ce qui se passe dedans, est-ce qu'une marque est mentionnée, combien de fois, du coup, sur plusieurs aspects, donc un aspect peut-être quantitatif. Combien de fois on est mentionné, est-ce qu'on est une source, etc. Et après un aspect plus peut-être qualitatif en fait, sous quelle lumière est-ce qu'on est présenté, est-ce que c'est des avis qui vont remonter, est-ce que voilà, tout un écosystème qu'on peut plus ou moins après maîtriser en SEO et qui va avoir un peu un rapport avec peut-être de la e-réputation aussi. Et du coup du netlinking en SEO, vous avez la musique.
Et donc du coup, maintenant qu'on a parlé un peu de toute cette data qui était à notre disposition, qui peut-être n'est pas encore suffisamment complète, mais on est toujours là, on est dans une phase en fait de construction de KPI. Je pense que vous avez peut-être dû voir plein de KPI passer, qui ont des noms différents, qui, moi, à mon sens, je trouve, ont toujours la même utilité. Enfin, c'est toujours la même utilité. C'est soit de la visibilité, soit de la mention. Ils ont des noms différents. Mais du coup, alors, d'après vous, est-ce que déjà, vous, il y a des KPI qui vous paraissent plus pertinents que d'autres? Amélie, toi, avec ton regard plus sur la marque, est-ce que les marques, il y a des KPI qui leur parlent un peu plus? Que ce soit, par exemple, je sais pas, sur de l'analyse de sentiments autour d'une marque ou de perception? Alors, oui, on a au sein de l'agence justement construit un outil qui permet de regarder non pas comment une marque est citée, puisque ça on utilise les outils du marché, mais plutôt quand on tape le nom d'une marque par rapport à ses concurrents, comment est-ce qu'elle ressort en termes de valeur, en termes de clarté de sa promesse, en termes d'avis client. Voilà, on a 12 critères à peu près qui sont des critères qui qualifient vraiment une marque, et c'est des critères qui permettent de redessiner l'écosystème digital. C'est-à-dire, ça travaille le parcours, ça travaille l'autorité et la confiance. Et ça travaille bien évidemment aussi le contenu en termes de preuves, comme on l'a évoqué. Et donc, parce que moi, je travaille plutôt sur la vue marque. En fait, le KPI premier, ça va être le KPI de est-ce que je suis citée, parce que derrière, en fait, si je suis pas citée, de toute façon, j'existe pas. Mais après, c'est tout le chemin. C'est comment est-ce que je suis citée, c'est ce que tu disais. Comment est-ce que ma marque est considérée, le sentiment, etc. Mais pour que structurellement, en fait, je donne envie au LLM de me recommander sur un produit ou directement sur ma marque. Donc, il y a pour moi tout ce qui est un peu conjoncturel qui est lié au contenu, et puis il y a un peu plus tout ce qui est plus structurel. Et demain, tout à l'heure, dans la conférence d'avant, il parlait de commerce agentique. Quand les agents vont se parler entre eux, que ça sera plus en fait une requête humaine, il faut bien donner en fait qu'il y aura plus que peut-être quelques dizaines d'applications dans un chat GPT. Comment est-ce que je fais pour donner envie aux consommateurs d'optimiser ma marque ou de donner mon taux de consentement pour que si je suis Booking, ce soit Booking qui soit dans le chat GPT et me recommande les choses versus que ce soit Expedia. Donc pour moi, dans les KPI à venir, c'est aussi quelle part de consentement. Et c'est là où ça redonne beaucoup de choses, en fait, un peu en haut de funnel et un peu en travail, en storytelling. Il y a toute cette dimension émotionnelle, il va falloir la transcrire pour qu'elle soit lisible par la machine. Donc, ça veut dire des preuves, etc. Mais il y a aussi continuer un peu à faire du care avec les clients, à travailler la relation, à travailler l'expérience client, qui va être d'autant plus importante que s'il y a un avis négatif, puisque les avis, c'est les premiers éléments qui remontent et qui impactent en fait la citation dans les LLM, ça va être important. Donc finalement, tous les autres KPI autour d'une marque vont redevenir en fait assez importants. Il y a juste la part de notoriété qui, pour moi, en fait, là, pour nous à l'agence, finalement aujourd'hui, c'est plus la considération qui va être importante et les preuves qu'on va apporter derrière, puisque aujourd'hui, on peut être une marque non connue et finalement ressortir. Et si on donne les preuves en expérience client, etc., finalement, on est un peu, bien évidemment, les marques plus connues sont avantagées, mais en tout cas, ça n'est plus le critère unique. Alors, je ne sais pas si ça répond à peu près. Si, parce que en fait, ce que ça dit, c'est que c'est plus des KPI, c'est plus des KPI avec un chiffre en fait, un espèce de baromètre en fait. Il y a des nouveaux KPI qui, il va falloir les exploiter de manière différente. Vas-y Paul, je t'en prie. Non, mais sur ce sujet, donc dans une vie précédente, j'ai fait de l'achat média TV et on utilisait un indicateur qui était le GRP. Donc c'était le Gross Rating Point, si je me souviens bien, et ça correspondait souvent en fait à une chose intéressante que j'ai envie d'amener, c'est l'audience en fait, et le nombre de fois où le message était répété. Donc à la télé, c'est combien de fois on a adressé une pub à une certaine audience, et comme ça on calculait du coup un GRP pour savoir est-ce qu'on a atteint les campagnes et tout. Du coup je me pose la question aussi de peut-être que ça sera le futur de est-ce que les actions qu'on fait se traduisent vers la bonne audience qui est celle qui est la plus susceptible peut-être. Du coup il faut bien connaître son audience aussi, donc ça amène beaucoup de questions différentes aussi à traiter via le contenu et la marque, je suppose aussi. Alors. Et d'ailleurs, sur les plateformes fermées, donc les réseaux sociaux, la répétition est un des facteurs, un des critères de succès pour atteindre des performances de conversion ou de lead. Dans un modèle LLM, si on lui répète
tout le temps que notre marque c'est la meilleure, qu'elle fait ça, qu'elle fait ci, qu'elle fait ça, à un moment donné, je pense que le LLM, il apprend, il va le ressortir aussi. Donc ça peut être en effet un nouveau KPI peut-être à explorer, cette notion de répétition en fait, de répétition d'un message. Et moi je sais que j'avais vu passer alors je sais pas trop qu'est-ce que ça vaut, mais j'avais pas vu passer des recommandations qui disaient qu'aujourd'hui, il faut quand même accorder une importance assez particulière à ces pages à propos, qui sommes-nous, nos engagements, toutes ces pages-là, parce que justement c'est des pages, c'est du contenu que les LM vont aller lire, et que si c'est pas assez fourni et que c'est pas en adéquation avec ce qui va se dire par exemple ailleurs, que les messages répétés par exemple sont pas les mêmes ou sont un petit peu enjolivés, falsifiés, eh ben, ça peut avoir un impact en fait peut-être sur la qualité en fait de réponse des LLM sur le sentiment autour de ma marque, quoi. Ça fait écho aussi à un gros critère en ranking, surtout en local, qui va être la cohérence de la donnée, si à tel endroit on vous dit que c'est ouvert à telle heure et qu'à l'autre endroit on vous dit que c'est ouvert à une autre heure ou que c'est fermé tel jour, et ben, si vous avez une incohérence autour de ces données, ben, ça va baisser. Et du coup, voilà, c'est le parallèle que j'ai envie de faire là-dessus, je pense qu'il est peut-être cohérent. Et ouais, pour ajouter, nous les clients avec qui on travaille sur ce genre de choses sont souvent assez orientés perf, parce qu'en fait leur alternative, comme dit, c'est de dépenser vraiment énormément en ads. Donc, et nous, il y a un truc qu'on aime bien, c'est ce que j'appelle la part de voix. Souvent, vous êtes dans un environnement quand même assez fermé en termes de business. Je sais pas, vous êtes Interflora, vous avez un concurrent qui s'appelle FloraJet et le marché il est ce qu'il est. Et en fait, la question c'est quel pourcentage vous allez prendre. Pareil, si vous êtes Carglass et tout, voilà, vous êtes Carglass et en fait tous les autres viennent essayer de phagocyter votre marque. Et donc le sujet c'est la part de voix sur ce marché qui est ultra cadré, que vous connaissez par cœur. Et en fait, voilà, comment vous captez de la part de marché. Et la part de voix, elle marche aussi pour les brands, quoi. C'est-à-dire, vous êtes Hermès, Rolex et tout. En fait, vous en fichez de tout, sauf maîtriser votre marque. En fait, vous voulez être sûr que vous êtes tout le temps premier, deuxième, cinquième, 12e, et que si c'est pas vous, c'est vos revendeurs officiels, ou vos partenaires, ou vos médias, etc. Donc, je trouve la part de voix, elle est assez forte là-dessus. Et après, il y a quand même la perf, parce que malgré tout, il y a quand même des clics. Ce qu'on voit quand même, c'est que, y compris depuis les LLM, toujours SEO, SEA et tout, il y a des clics, il y a de la perf, il y a de la vente. Et puis, du coup, nous, on commence à voir des gens qui s'intéressent. Là, il y a OpenAI qui vient de lancer du product search il y a vraiment pas longtemps. Et du coup, des gens qui commencent à regarder comment on met à disposition des API de checkout, quoi, directement. C'est pas si évident. Enfin, tout le monde a passé à la disposition. On connaît pas encore bien le modèle et tout ça. Mais je pense que pour ceux qui cherchent de la perf, évidemment, c'est le truc d'après, quoi. On peut peut-être juste refaire un petit focus aussi sur la visibilité SEO, parce que on a parlé beaucoup d'IA. En effet, c'est très fortement lié au zéro-clic, mais en SEO, plus proprement sur ce canal-là, on observe aussi des chutes de trafic SEO parce que l'écosystème Google il évolue. Alors c'est aussi lié à l'IA avec l'arrivée de AI Overview évidemment. Mais enfin aujourd'hui Google, nous on a vu des trafics baisser de 40-50% parce que Google affiche une image. Et c'est vrai que sur certaines requêtes, en fait, c'est beaucoup plus logique de se dire, sur cette requête-là, plutôt que d'afficher 10 liens, une image est plus parlante, quoi. Alors, de votre côté, justement, en SEO, Paul et Xavier, comment vous traitez ça ? Quels seraient peut-être un peu les nouveaux indicateurs aussi, les nouveaux KPI qu'on pourrait aller chercher en SEO, qui pourraient être corrélés après à l'IA, mais peut-être plus propre là maintenant au SEO ? Ouais, en SEO, on aime bien reboucler, en tout cas dans nos méthodologies côté Nest sur des notions de part de marché aussi ou part de voix. Donc en fait, à partir du moment où on sait c'est quoi notre univers sémantique, sur quoi on veut être positionné, c'est quoi nos mots-clés un peu business sur lesquels on va potentiellement faire de la conversion. Après, combien est-ce qu'on est susceptible d'en capter en fonction de notre position organique et de notre position sur d'autres éléments. Avec AI Overview, il y a aussi cette logique qui vient s'additionner, mais c'était le cas, donc on en parlait tout à l'heure avec le local pack, GMB, etc. Tous ces éléments-là, on peut les récupérer assez facilement. Et après, du coup, c'est juste à nous de se comparer avec la concurrence. Est-ce qu'on est plus visible ou moins visible que eux sur la SERP ? Enfin voilà, donc du coup, d'estimer à peu près notre part de marché par rapport à celle de la concurrence. Et est-ce que les actions qu'on fait sur notre site font progresser ou pas cette part de marché au fil du temps ? Monitorer aussi les évolutions de la SERP. Donc tu parlais potentiellement de l'ajout d'une image. Et AI Overview, c'est aussi un bon exemple. Monitorer les mots-clés qui font partie de notre univers sémantique, qui vont déclencher ou pas des affichages.
Donc aujourd'hui, on parle majoritairement d'affichage sur des mots-clés informationnels. J'ai l'impression que c'est de plus en plus nuancé au plus on avance. Donc on voit qu'il y a plein d'études qui disent la part des mots-clés transactionnels ou commerciaux qui déclenchent des affichages est en train d'augmenter. Et sauf qu'en fait, tout ça, est-ce qu'on est cité? Est-ce qu'on a une URL qui est affichée? Est-ce qu'elle est dans les 3 premiers résultats AI Overview ou pas? Tout ça, c'est récupérable. Et après, du coup, on peut utiliser plein de méthodes pour estimer si je suis premier ici, combien est-ce que je suis en capacité de capter par rapport au volume de recherche de mon univers sémantique. Et du coup, à peu près une part de marché, quoi. Donc c'est un KPI qui ment peu. Et aujourd'hui, il faut savoir que sur une SERP de Google, SERP, Search Engine Result Page, page de résultats de recherche, si je dis pas de bêtises, on peut tout récupérer. Enfin, je veux dire, en matière de données pures, là, il y a des outils qui permettent aujourd'hui de tout scraper, quoi. Ouais, exactement. Ouais, faut se dire que Data4SEO, c'est un peu l'API qui est mis en avant partout sur ces sujets-là, permet de récupérer tous les éléments qui sont présents sur une SERP. Ouais. Les notes moyennes, donc les petites étoiles, les sitelinks, les liens SEO, les liens AI Overview, la réponse, enfin tout est globalement récupérable, quoi. Et donc après, c'est avec du travail, comment est-ce qu'à partir de ça, on estime sa part de voix et après la suivre dans le temps, la comparer avec ses concurrents. Bah ouais, on peut aller très loin et je pense que Paul, tu vas prendre la parole sur ce sujet parce que c'est un truc qui t'intéresse, ça. Entre autres, mais je pense que ça fait la boucle avec les autres plateformes parce que ce qui peut apparaître sur Google aussi des fois, et je prends un sujet assez simple, mais c'est les vidéos en fait. Et du coup, on a YouTube qui apparaît assez souvent sous format short ou format vidéo. Et Data4SEO est tellement complet qu'on peut aller récupérer dessus du coup le nom de la chaîne, le nom de la vidéo, l'ID, etc. À partir de là, on peut faire travailler des API pour aller chercher le nombre de vues et peut-être aller monitorer une SERP, je sais pas, toutes les semaines, tous les mois, regarder. Est-ce que c'est toujours les mêmes vidéos? C'est quelle chaîne? C'est combien de vues? Est-ce que les vues progressent, etc. Donc il y a plein de choses intéressantes à faire. Et du coup, je parle de YouTube, mais quand on regarde le format vidéo, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a du Facebook qui ressort encore, même du Pinterest. Et du coup, c'est un peu l'aspect de... on a aussi beaucoup de médias et de plateformes du coup, qui remontent aussi sur les SERP, qui font partie des éléments aujourd'hui indispensable, donc ça fait plusieurs années, mais maintenant c'est plus que jamais vrai sur tous ces aspects-là, quoi. Donc on entre complètement dans le global search. C'est un peu un terme qu'on vous allez peut-être que vous avez déjà rencontré, mais ouais, le search il est plus juste, c'est plus juste des mots clés, c'est plus juste des liens bleus, c'est c'est global. Alors on en parle depuis très longtemps, hein, global search, c'est la recherche universelle. Hein. Mais là aujourd'hui, je trouve qu'elle prend vraiment de plus en plus son sens parce que en plus, il y a cette rétention de clics. Et la question que j'avais peut-être encore à vous poser avant qu'on clôture, c'est est-ce que pour vous, Google, demain, c'est un point de vue, hein, je vous demande de lire dans une boule de cristal, est-ce que selon vous, Google, demain, va vraiment garder tous les clics? Ou est-ce qu'il n'a pas encore quand même intérêt à distribuer du clic? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de gens qui... Je vais juste dire très rapidement, mais il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas d'accord, je pense. Et il y a beaucoup de réglementations au niveau européen, donc je suis pas sûr que l'Europe laisserait faire ça. Mais après, qui suis-je pour penser ça? Nicolas, je sais pas si tu as une meilleure réponse. Moi, je pense qu'on a vécu une anomalie de marché avec Google qui nous donnait énormément en SEO. En Chine, ça fait 10 ans que l'organique capte 3% des clics et le reste, c'est de la pub. Donc, quand on fait du SEO, on se dit ouais, mais c'est pas juste et tout, mais qui s'en fiche, enfin, je veux dire, qui ça importe. Moi, mon analogie, c'est quand vous allez sur les Champs-Élysées, vous n'avez pas les boutiques qui le méritent, vous avez les gens qui ont de quoi payer, et c'est pas pour autant que ça dégrade la qualité des Champs-Élysées, au contraire presque. Donc en fait, le fait de se dire par exemple le payant versus l'organique c'est moins bien, c'est déjà une sorte de vue de l'esprit, et je pense que globalement le switch il va se faire. Et l'autre chose, c'est la donnée, c'est-à-dire que dans Google, on a tout. Historiquement, on avait tout. C'est-à-dire le crawl, il suffit de regarder ce qu'il va faire sur votre site, les impressions, comment votre site s'affiche, est-ce que les gens cliquent. Avant même, en Web Analytics, on avait les mots-clés qui généraient des visites, on l'a plus. Mais si vous regardez Amazon, ils ne vous donnent pas du tout la même chose. Les Chinois, ils ne vous donnent pas du tout la même chose. OpenAI ne vous donne pas du tout la même chose. Et je veux dire, le jour où il n'y aura plus personne chez Google pour maintenir Search Console, en fait, on n'aura plus la donnée. Et je sais pas, peut-être ça arrivera jamais, peut-être ça arrivera dans 10 ans, mais je pense que c'est presque une anomalie d'avoir cette chance, d'avoir toute cette donnée qui nous permet de travailler, de faire plein de trucs, des analyses et tout ça.
Je vois qu'on est pile poil dans les temps. Il reste encore un peu de temps pour vous, de votre côté, si vous avez des questions à poser. Je pense que sur les KPI, tout ça, vous en avez peut-être des interrogations, parce que c'est un sujet aussi très à la mode. J'avais entendu dire, sans l'avoir testé moi-même, qu'il y avait une façon de détecter sur le site le passage des robots, enfin des agents OpenAI ou autres, identifiés ou non identifiés, et que ce serait un marqueur pour déterminer le volume de trafic. Qu'en est-il et vers quoi ça va tendre selon vous? Alors pour moi c'est des logs et la data analyse, donc je vais te laisser parler. Merci. Ouais, en effet, il y a un certain nombre de choses qu'on sait aujourd'hui sur, notamment via les log serveurs et après la liste que fournissent un peu tous les outils j'ai ce robot-là, il sert à ceci, ce robot-là, il sert à cela, etc. Donc en effet, il y a des moyens de récupérer de l'information sur le passage de certains robots. Donc c'est déjà en effet quelque chose qu'on peut mettre en place. Alors, je dis assez facilement, mais ça dépend honnêtement de son contexte. C'est pas toujours facile de récupérer ses propres logs en interne. On le voit chez plein de nos clients. Mais en effet, si vous les avez à disposition, ça coûte pas cher de commencer à regarder ça. Après, sur l'interprétation, j'ai l'impression que personne n'est encore trop d'accord. Si on prend l'exemple de ChatGPT, on a donc GPTBot qui est le robot d'entraînement et OAI SearchBot qui est le robot, on va dire, qui scrape un peu le contenu en ligne et qui s'en sert pour faire des réponses. Il y en a qui disaient au début que une citation c'était égal à un hit OAI SearchBot. Ça a l'air d'être de plus en plus remis en question. Par contre, ça reste un indicateur supplémentaire qu'on peut suivre, voir si c'est corrélé avec quelque chose que nous on observe du côté des citations, du côté de comment ça se comporte, et voir si en effet après juste regarder par exemple le passage des robots sur notre site, est-ce qu'il y a des contenus qui sont boudés ou pas, est-ce qu'il va bien tout voir. Ça fait partie aussi des sujets d'accessibilité qu'on a très fréquemment sur Google. Est-ce qu'on a des problèmes d'accessibilité aux robots de nos contenus? Donc voilà, on sait qu'il y a des problématiques côté du scrapping des robots que de ChatGPT sur les contenus qui sont derrière du JS, les paywalls, enfin ce genre de sujet-là, c'est très important. Et ça permet aussi d'auditer assez simplement son site, voir s'il n'y a pas de problématique majeure, quoi. Il va jamais voir mes pages de tarifs. Pourquoi? Est-ce que j'ai un problème à ce niveau-là? Et est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait d'être beaucoup visité, d'être beaucoup cité ou non, par rapport à ce qu'on peut observer sur le reste de notre monitoring, quoi. J'ajouterais juste un truc, un des cas qu'on a pu observer déjà, c'est notamment sur la question de est-ce que je dois ouvrir mon contenu au bot IA? Parce que c'est une vraie question que des entités se sont posées. Moi, la réponse que j'aime bien donner, c'est le problème, c'est que si vous fermez le contenu aux IA, vous maîtrisez plus ce qu'elles vont raconter sur vous. Et ça rejoint peut-être un petit peu le discours qu'on a justement sur les KPI, sur le sentiment autour d'une marque et tout ça. Demain, par exemple, vous êtes par exemple le gérant d'un grand monument sur Paris qui monte très très haut et qui est illuminé au 31 janvier. Si vous fermez l'accès au moteur IA et que... j'ai dit quoi ? 31 décembre, pardon, pour le nouvel an. Si vous fermez l'accès au bot IA et que quelqu'un demande c'est quoi les prix pour aller le visiter, en fait, les prix, ils viennent pas de chez vous. Et ils viennent d'un autre site et ils sont peut-être pas à jour. Donc en fait, ça peut créer de la déception. Donc du coup, voilà, il y a toute cette information. Il y a un critère qui est vraiment important, c'est que si jamais vous ne maîtrisez pas, vous ne donnez pas la maîtrise de votre contenu à l'IA, vous pouvez vous faire doubler en fait. Pour rebondir sur ce que tu dis, alors pour une marque, oui, et d'ailleurs, en fait, nous, quand on travaille et qu'on reprend des plateformes de marque et qu'on essaye de restructurer et en fait rendre lisible pour l'IA, c'est un gros travail en fait de restructuration du contenu. Et aujourd'hui, à part le mettre sur le site, on ne sait pas trop comment en fait alimenter, en tout cas sur des IA publics alimenter. Et je voulais juste rebondir aussi par rapport aux sites médias, parce qu'il y a eu un moment en fait justement les moteurs qui devaient pas, qui n'étaient pas censés en fait aller sur les médias, et pour autant, alors certains ont passé des accords avec Perplexity notamment, mais pour autant, si jamais ils ne vont pas dessus, mais en fait, moi dans mon groupe en fait, il y a toutes les médias de Reworld Media, donc les Doctissimo, Marmiton, etc. Si les moteurs les crawlent pas, en fait, ils n'existent plus parce que c'est tellement facile de demander une recette sur ChatGPT et à part la communauté engagée de Marmiton, mais qui diminue, forcément, en fait, voilà, donc c'est presque une obligation un peu vitale pour certains sites.
il y a un KPI qui serait peut-être important, c'est peut-être le taux de visite justement sur les sites des différents agents IA aussi, mais c'est pas dans le but de se dire est-ce que je fais de l'audience, mais c'est juste dans le but de se dire est-ce que je suis compatible en fait. C'est tester cette compatibilité-là en fait, c'est ça. Hein. C'est ce que disait Xavier. Alors juste pour info, en gros, si vous voulez voir ce que font les bots, c'est dans vos logs, et parce que c'est pas dans votre outil de Web Analytics, parce qu'ils sont filtrés normalement. Donc dans GA4, Piano ou autre, vous les voyez pas. Et par contre, normalement, ce que vous voyez, c'est pour le coup les vraies visites des gens qui dans les trucs cliquent. Et nous, ce qu'on voit quand même, juste en termes de chiffres, c'est que l'ordre de grandeur, c'est entre 0,2, 0,5, voire 1% des visites. Donc ils sont souvent assez qualifiés et tout, mais c'est très faible sur des sites plutôt marchands, e-com, un peu transactionnels. Je pense que sur du média, ça peut être plus. Mais donc c'est assez marrant, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois, tout le monde regarde beaucoup, met en place des projets, on voit ça monte, mais enfin ça reste faible. Donc pour répondre à ta question, un peu une fois que font les marques, ils testent, puis bon, ils attendent de voir aussi, quoi, parce que c'est comme tout, tu t'attends de voir combien ça va te rapporter vraiment en part de ton business un jour, quoi. Moi, j'ai une question un peu par curiosité. Est-ce que vous voyez que les marques, justement, reviennent à des études un peu consommateurs à l'ancienne, entre guillemets, tu parlais de pourcentage de marché, des marques très web qui vont, ou alors où le search est très important dans leurs canaux d'acquisition, qui vont commencer à aller à la source, c'est-à-dire poser la question aux consommateurs plutôt que se baser sur Google Search Console et tous les outils disponibles par les plateformes. Allez demander aux gens comment est-ce que vous cherchez, qu'est-ce qui apparaît quand vous cherchez. Est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à proposer ou des marques cherchent à... J'ai vu passer 1 ou 2 études qui commencent à en fait analyser côté visiteur, enfin utilisateur, ce qu'ils recherchent. Et donc, s'il reviendrait un peu à un retour à la manière classique de savoir si un consommateur connaît une marque. Ouais, alors c'est pas un secteur que je connais parfaitement bien. Après, comme dit, nous on est quand même plutôt côté data, donc on regarde des choses qui s'automatisent pas mal. C'est un monde qui a énormément évolué quand même. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez connaître le taux de notoriété de votre marque, avant, fallait prendre des études. Aujourd'hui, vous avez des outils comme YouGov qui font ça un peu à l'échelle. Donc effectivement, il y a, si vous voulez faire des tests d'incrémentalité, c'est-à-dire en fait, pour l'ADS, hein, est-ce que parce que vous avez plein d'indicateurs centrés sur vos données, mais vous pouvez aussi vous dire tiens, si je coupe mes ads demain, qu'est-ce qui se passe en fait. Donc ça, c'est plutôt des tests d'incrémentalité où je vais le faire sur une partie de ma cible ou quoi. Là aussi, il y a des outils proposés par Google, Meta et tout qui permettent de le faire de plus en plus. Donc moi, ça, je le vois. Après, sur du plus quali, j'avoue, c'est moi mon sujet, peut-être que tu seras mieux. C'était pour l'anecdote où nous, de notre côté, on travaille avec des acteurs B2B et en fait, faire un formulaire qualitatif pour poser la question où est-ce que vous nous avez connus, etc., a fonctionné. Et c'est comme ça qu'en début d'année, ils ont eu un lead via ChatGPT et ça a été confirmé par le lead que c'était bien. Voilà. Et du coup, c'était en B2B sur des tickets très élevés. Donc, plutôt une bonne chose, quoi. Oui, alors sur les directement on-site, effectivement, c'est assez monnaie courante, en fait, quand on est de déterminer en fait la source d'un lead ou la source d'un achat. Nous, c'est des choses qu'on travaille d'un point de vue utilisateur quand on est en phase de conception, parce qu'en fait, la base même de nos méthodologies, c'est d'aller faire des études, alors pas des études forcément, voilà, c'est du quali, c'est du quanti. Donc il y a effectivement sur la source de trafic et comment est-ce qu'on arrive en fait sur des interfaces, sur une app, sur voilà. Mais dans ce cadre-là, en fait, on peut être amené à interroger les utilisateurs, mais comme il n'y a rien de nouveau en fait. Il n'y a pas d'un seul coup un changement. Ça fait partie des méthodologies de design thinking et de conception de sites, d'apps, mais plutôt dans un objectif de comment est-ce qu'on répond au mieux aux besoins de l'utilisateur, et ça suit un peu la logique de ce qui est sanctionné par les plateformes sociales ou ce qui est sanctionné par Google, qui n'irait pas aussi dans la logique de l'utilisateur. Donc c'est voilà, enfin en tout cas, moi je ne note rien de nouveau par rapport à ça. Une question par rapport au log. On voit une tendance de fond où il y a un basculement bientôt où il y a plus d'utilisateurs bots que d'utilisateurs humains. Déjà, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous observez un peu chez vos clients?
Et selon vous, la position notamment de CDN comme Cloudflare qui commence à mettre en place une démarche en fait un peu pour bloquer tous ces bots en se positionnant un petit peu en défenseur du web libre, hein, un petit peu. Je trouve que c'est un parti pris qu'ils ont un petit peu avec leur solution. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que personne qui voit la data directement, quoi? Vaste sujet. En effet, il y a énormément de trafic. Il y a énormément de hits dans les logs qui sont liés directement à l'exploitation du contenu par des robots. Moi, j'ai jamais vu le problème en soi. Enfin, la majeure partie, ça reste les robots de Google. Maintenant, du coup, il y a les robots de ChatGPT et autres. Après, il y a en effet plein de robots sur le scrapping de contenu qui peut être plus problématique si on veut éviter de se le faire piquer, etc. Mais dans les faits, je pense qu'il y aura toujours des moyens de faire. Donc, j'ai vu plus de problématiques liées au fait d'être sécuritaire à outrance sur le trafic venant des robots qui, du jour au lendemain, fait que des utilisateurs sont bloqués, Google est bloqué, etc. Je pense que c'est un sujet que pour très peu d'acteurs. Et en effet, ça se monitore, voir si vraiment on se fait bombarder par des robots. Est-ce que c'est des robots qui peuvent être problématiques? Est-ce que ça cause des problématiques en termes vraiment de volumétrie de hits qu'on reçoit, etc. Mais c'est en général très peu un sujet, sauf pour quelques sites. Mais bon, c'est assez rare, quoi. Et en termes d'ordre de grandeur, ça fait pour des sites qui ont pas mal de pages et tout, ça fait longtemps que pour une visite d'un humain, il y a 10 visites de Googlebot, quoi. Donc maintenant, c'est peut-être plutôt 10 de Googlebot, plus 5 d'OpenAI, plus 5 de tous les autres. Mais ouais, ça fait très très longtemps que c'est essentiellement des bots qui appellent des pages, quoi. Alors heureusement pour vous, ils les appellent sans JavaScript parce que c'est cher à exécuter, donc du coup, ça a été téléchargement de données. Mais ouais, c'est assez violent et ça va sûrement faire qu'augmenter, quoi. Oui, j'ai une question pour Amélie. Tu as cité Doctissimo, etc. Bon, alors c'est un environnement que je connais très bien parce qu'avant j'étais fait un groupe avant qu'ils revendent chez Reweb. Et en fait, j'étais plus sur les numériques, Cinet, Gamecult, etc. Ce sont quand même des sites, justement, par du zéro-clic, mais des comparateurs. Ouais. Et j'aurais aimé savoir justement l'impact que vous anticipez, parce que, alors certes, il y a les LLM, mais il y a les AI Overview qui vont arriver, mais il y a déjà, j'imagine, un impact avec les LLM. Alors en fait, on a travaillé. Ils ont travaillé, en tout cas, et ils servent de l'outil qu'on a développé, une offre qui justement en fait est dédiée au LLM. Par exemple, tout ce qui est comparateur, ce que tu évoques, tout ce qui est test utilisateur, les beauty tests, les marmitons tests, etc. Et qui sont en fait des données qui vont aller alimenter les LLM. Quand ils font également en fait des contenus qui sont portés par une sorte d'infiltration éditoriale, quelque part, ça, c'est des contenus qui sont des contenus d'autorité puisque portés par le média. Donc, en fait, il y a toute une offre qui a été développée pour remonter, en fait, pour aider les marques à remonter parce que ça fait partie des sources les plus citées sur les moteurs. Et donc, au-delà de c'est existentiel pour eux, c'est aussi en plus une source de business parce que c'est potentiellement des offres qu'ils peuvent revendre à des annonceurs. D'accord, finalement, donc ça a été plus positif que négatif. Absolument. Absolument. Eh ben, je crois qu'on va pouvoir clôturer là. Merci tout le monde, merci de votre attention. Bravo à ceux qui ont tenu toute l'après-midi.